Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée, cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Space Cake. Alors pour cet été, on va faire un format qui va sûrement durer aussi longtemps, on va pas se mentir, mais où on va plutôt traiter les actualités. Voilà, un petit peu en complément également de l'entonnoir. Je sais pas s'il va se faire également l'entonnoir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous écoutez en rediffusion sur Twitter. Venez nous voir sur Twitter tous les mercredis à 21h30. Et venez nous poser vos questions, parler d'actualité avec nous. On va commencer tout de suite. On a eu une question de Kibevox sur SHA-256. Je cite, SHA-256 a été développé par la NSA en 2001. On entend parfois dire que cette fonction cryptographique pourrait contenir une backdoor. Question 1, sauriez-vous faire un point sur cette question? Question 2, est-ce qu'il a été démontré qu'aucune backdoor n'existe ou bien est-ce indémontrable? Question 3, s'il existe une telle backdoor, à quoi ressemblerait-elle? Que faut-il craindre exactement? Alors, moi, j'ai pas la réponse précise à cette question, mais en tout cas, j'avais fait un papier sur comment fonctionne exactement SHA-256, donc je vois bien le fonctionnement de cette fonction et des SHA-2. Et pour moi, s'il y a une backdoor à voir, elle se trouve plutôt au niveau des constantes et des vecteurs d'initialisation. Ce sont des valeurs qui vont servir pour lancer les premiers tours. Il faut savoir que dans SHA-256, il y a comme plusieurs tours qui reviennent comme ça. Et pour enclencher le premier tour, on va prendre des vecteurs d'initialisation. Et après, les constantes, c'est quelque chose qui va revenir à chaque fois. Et donc, ce sont des nombres qui ont l'air aléatoires. Alors, les vecteurs d'initialisation, il y en a 8. Voilà, donc ça, c'est pour lancer les premiers tours. Et après, les constantes, il y en a 64. C'est ça, 64. Et là, on pourrait avoir une backdoor ici, non? Enfin, en l'occurrence, je sais que non, parce qu'il y a une manière de les déterminer, mais disons que ça serait l'endroit où on pourrait avoir plus facilement une backdoor. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as les deux pour moi. Tu as vraiment les constantes d'initialisation et les constantes qui sont utilisées dans le processus qui pourraient éventuellement être backdoorées. Après, il y a, ce qui est embêtant, on sait qu'il y a des principes qui permettent de laisser. Enfin, il y a le NULS, le Not Under My Sleeve Principle. C'est un principe qui consiste à choisir, non pas de manière aléatoire, mais justement de choisir des valeurs qui évoquent des choses bien connues. Donc, l'exemple le plus courant, c'est de prendre des décimales de pi ou des décimales de nombres assez connus et de les utiliser pour écrire un nombre, un entier. Donc, par exemple, pi, c'est 314. On va écrire 314 à la place, par exemple. Et comme ça, on suggère que la valeur aléatoire, elle n'a pas été fine-tunée, elle n'a pas été réglée pour avoir une backdoor. Après, disons qu'il y a autre chose aussi, c'est que par exemple, il y avait une backdoor qui avait été découverte sur un générateur pseudo-aléatoire qui s'appelait Dual EC. Et là, la C'est backdoor, Snowden, ça. c'est Snowden qui a pas mal communiqué sur ça aussi. Mais en fait, il y avait déjà des suspicions, mais qui étaient même pas liées aux constantes, mais qui étaient liées à la manière avec laquelle c'était calculé, en fait. Où en fait, on savait que si quelqu'un disposait d'un certain logarithme discret d'une certaine valeur, alors il pouvait globalement régénérer toute la suite de nombres aléatoires assez facilement. Et du coup, ça, là, par exemple, c'est pas une backdoor dans les constantes, c'est une backdoor dans la manière de faire. Et généralement, c'est plus difficile
souvent là où on peut avoir des doutes en général, c'est pas sur des choses, c'est pas sur le principe. Donc c'est-à-dire que le principe de chat, hein, c'est de la compression et c'est des permutations et c'est des opérations linéaires ensuite qui sont appliquées successivement sur un résultat. Et donc ça, on sait que ça va casser un peu sur le principe, on sait que ça va créer quelque chose qui est un peu chaotique, qui est un peu aléatoire de base. Donc sur le principe, chat ne semble pas porter une backdoor dans son principe général de fonctionnement. Mais effectivement, après, dans le détail, il y a les choix des valeurs. Et donc, imaginons par exemple, je sais pas, qu'il y ait une opération linéaire qui soit impliquée. Si une opération linéaire, les coefficients d'une opération linéaire sont choisis de façon à créer des annulations, enfin, à faire ce qu'on appelle une forme linéaire dite dégénérée, on peut commencer à avoir des manières de backdoorer ce genre de choses. Mais là, voilà, pareil, il n'y a pas de. En fait, c'est pour continuer sur la suite des questions de Kivevox, c'est difficile. C'est pas qu'on peut pas. Enfin, en soi, c'est pas démontrable que la chose est safe, parce qu'en fait, c'est même démontrable qu'elle ne peut pas être safe quelque part. C'est-à-dire que générer du vrai aléa, ça nécessite. Enfin, il y a une thèse de calculabilité qui s'appelle la thèse de Church-Turing, qui dit que globalement, toute opération de physique, on va dire, peut s'exprimer comme le résultat d'une machine. Et notamment, il y a un critère en termes de complexité de l'algorithme utilisé pour générer le résultat par la machine. Et en soi, le problème est que la fonction de hachage ne peut pas compresser toute l'information du monde quelque part. Et donc, du coup, il y a forcément par principe, une fonction de hachage, ça peut pas être, on peut pas garantir qu'elle est safe. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, on peut considérer qu'elle est safe jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est beaucoup plus facile de démontrer que c'est pas safe en donnant un exemple que de démontrer qu'elle est safe. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être safe pour une fonction de hachage? Donc là, après, ça devient la grande question. Et en gros, globalement, sur le principe, c'est qu'en fait, la fonction de hachage, elle a quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'elle n'a pas de localité, c'est-à-dire que un petit changement de valeur déclenche un grand changement de valeur dans le hash, dans le résultat. Et en gros, si on avait une sorte de localité, une sorte de régularité qui existait dans la fonction de hachage, alors là, elle remplirait plus ce rôle, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que si je veux trouver un hash, j'ai un message qui est formaté d'une certaine façon, et je veux trouver un message formaté de cette manière-là qui donne un hash précis. Donc ça sera toujours difficile de le faire en fait. C'est que même si la fonction elle fait un peu de mélange, ça sera toujours un peu compliqué. Mais par contre, on pourrait essayer de trouver un hash qui approxime à peu près et avoir une méthode qui nous permet d'avoir des hashes de plus en plus précis. Donc en gros, si on s'y prend pas, si on a une méthode qui fait qu'on n'a pas à s'y prendre à tâtons pour trouver un message formaté comme on veut qui donne un certain hash, alors on peut considérer que la fonction de hachage est cassée. Et donc c'est cette notion de régularité qui est importante. Donc c'est comme si on disait d'abord je vais commencer à chercher un message du bon format et puis je vais mettre un nonce et puis je vais essayer de faire en sorte que le premier octet du hash il soit exactement 0 par exemple. Et puis, partant de ça, ça me donne une information pour m'aider à rendre les autres octets égales à 0, par exemple. Bon, là, ce serait un problème. Sauf que normalement, dans une fonction de hachage, même si on a trouvé un message qui commence en partie comme on voudrait qu'il soit, ça n'aide pas à avancer. C'est pas parce qu'on est proche de la solution qu'on peut encore s'en approcher. Dans le cas d'une fonction de hachage, elle serait cassée si le fait d'être proche d'une solution permettrait de s'en rapprocher encore de cette solution. Sauf que là, c'est pas possible. Enfin, c'est pas constaté, en tout cas. Et du coup, c'est pour l'instant considéré comme safe, quoi. Ouais, et du coup, au niveau de ce que tu disais là sur le nums, donc dans SHA-256, c'est bien le cas là pour les valeurs dont on a parlé. Je vous ai mis le schéma en dessous là de comment ça fonctionne en gros SHA-256. Et là, si vous regardez mon schéma en commentaire, vous pouvez voir ce dont on parle. Donc le premier A, B, C, D, E, F, G, H, tout à gauche en noir. Ça, ce sont les vecteurs d'initialisation. Et ce que vous voyez K0, 3 petits points 63, c'est-à-dire K0, K1, K2, K3, etc. jusqu'à 63, ça, ce sont les constantes.
Et ça, justement, dans SHA-256, les vecteurs d'initialisation, donc c'est ce que disait Panta, alors, je ne sais plus comment tu l'expliquais exactement, mais en gros, c'est pas choisi au hasard. Ces vecteurs d'initialisation, en l'occurrence, c'est les 32 premiers bits des parties décimales des racines carrées, des 8 premiers nombres premiers. Donc ça suit une logique mathématique, en tout cas. Ils ne peuvent pas être choisis pour être des backdoors. Et les constantes sont les 32 premiers bits des parties décimales des racines cubiques, cette fois-ci, des 64 premiers nombres premiers. Voilà en gros. Par contre, juste je viens d'y penser comme ça, mais il y a des suspicions un peu sur SHA-3. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec Ketchak 256. Moi, je connais pas, ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ben, en gros, sur le standard SHA-3, ils ont fait gagner Ketchak 256, qui était le nom de la fonction, mais du coup, il fallait l'appeler SHA-3. Et en fait, ils ont pris Ketchak 256, qui a été fait par des cryptographes indépendants, et ils l'ont un petit peu modifié. Et voilà. Et par exemple, sur Ethereum aujourd'hui, c'est une des fonctions de hachage utilisées, c'est Ketchak 256 dans sa version originale, fait par les cryptographes indépendants, et pas le SHA-3, qui est juste un Ketchak 256 légèrement modifié. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Peut-être Ce que que j'avais Vitalik est un peu ouais, complot-plot. ouais, possible. Ce que j'avais vu là, j'avais vu des choses là-dessus sur le fait que ce type de hash est plus adapté à des enfin des ZKVM, enfin des simulations, enfin des preuves de calcul zero knowledge, tout ça. J'avais lu ça. J'avais lu que c'était plus compliqué de faire des prouveurs vérifieurs de SHA-256 que de Kashek 256, comme tu dis. Ah, je sais que c'est pas du tout la même structure. Ouais, Les SHA-2, ça suit la structure de Merkel-Damgard. ouais. Et, et je sais pas si les SHA-1 aussi, peut-être. Peut-être je dis une bêtise. Euh, SHA-1, je dans sais sa, plus là. dans sa construction. Et les SHA-3, c'est, de mémoire, il me semble que le nom de la construction, c'est construction de l'éponge ou un truc comme ça. Oui, Mais c'est en un gros, c'est truc pas du comme tout ça, pareil. ouais. J'avais lu un truc comme ça aussi, construction en éponge, ouais. C'est pas par bloc, quoi, c'est ça, hein. Les trucs, normalement, le SHA-256, c'est fait par bloc, alors que la fonction éponge, elle tolère des trucs un peu, enfin, elle a une manière plus flexible de récupérer les entrées. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle est certainement plus facile à transformer en prouveur vérifieur derrière. Ah, Enfin bon, bref. ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il y a un type d'attaque sur SHA-256 qui existe, c'est les attaques par extension de longueur. Euh, et il y en a, j'avais même vu des messages, il me semble, sur, je sais plus c'était sur quel forum, où il y en avait qui se demandaient justement pourquoi est-ce que Satoshi il a balancé du double SHA-256 de partout dans Bitcoin. Et il y en avait qui disaient que c'était justement pour ça, pour éviter des potentielles attaques par extension de longueur sur SHA-256, parce qu'on sait justement que les constructions en Merkel-Damgard sont sensibles à ce type d'attaque. Alors que justement, SHA-3, il n'y a pas ce souci apparemment. J'avais entendu parler de ça, mais effectivement, je me rappelais plus. Tu me le remets dans la tête, là. J'ai entendu parler de ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils prennent en compte ils font un rembourrage du nombre de bits au début. Parce que comme ça, tu fais rentrer la longueur dans l'initialisation de SHA-256 pour éviter peut-être que ce soit trop facile de faire des attaques sur la longueur, justement, avec ce type de schéma. Je sais pas. Voilà. Là, je sais pas te dire. Mais c'est vrai qu'il y a un rembourrage par la longueur au début. D'ailleurs, Ah ouais? c'est pour ça que SHA-256, il est limité en termes de taille au niveau de l'input. Ouais, enfin, il est pas fondamentalement limité, mais ouais, disons qu'il commence à perdre de sa cohérence. Tu commences à avoir des entrées qui sont plus que cette taille-là, quoi. Alors, non, même au-delà de la cohérence, en fait, au départ, quand tu fais l'input égalisé, si tu regardes mon schéma en commentaire, tu sais, on part de l'input égalisé, mais avant, il y a un travail qui se fait, et il y a notamment le rembourrage de la taille, là, ce que tu parles, et il n'y a qu'un certain nombre de bits limités. De mémoire, c'est 64, il me semble. Et du coup, en fait, ben, tu peux pas avoir une taille d'input qui va te donner
plus de 64 bits quand tu vas le mettre dans l'input égalisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en pratique, oui, mais en fait, tu pourrais très bien faire ce qu'on fait en arithmétique dans un ordinateur. Tu fais un overflow. Si jamais le truc est plus grand que ça, tu fais revenir à zéro la Bah, taille, quoi. c'est Et c'est ça, en ça que c'est je ça dis. l'extension de longueur. Hmm. Tu rajoutes des trucs au début pour compléter, pour avoir pile la bonne taille, et après tu peux rajouter des trucs qui comptent dans le prochain round ou dans le prochain bloc. J'en avais déjà fait, enfin j'avais déjà essayé d'en faire. Je me souviens Mhm. plus exactement, mais en gros l'idée c'est d'arriver pile poil à une certaine longueur pour dépasser sur le truc d'après. Oui, ça, c'est l'égalisation de l'input, où tu vas l'égaliser sur des morceaux de 512 bits chacun. Et après, tu vas traiter chaque morceau indépendamment dans les 64 tours, là. Mais avant, en fait, sur cet input égalisé, il y a 64 bits qui sont réservés, justement, et c'est ce dont parlait Panta, il y a 64 bits qui sont réservés à le, le rembourrage avec la taille, il me semble que ça s'appelle. Et c'est en gros, tu vas prendre comment dire, tu vas prendre, je sais pas, par exemple, ça fait 950 bits. Euh, ben, tu vas convertir 950 en valeur binaire et tu vas prendre ça et tu vas le mettre dans les 64 bits qui sont réservés et tu rembourres avec des zéros au départ et ça, tu l'ajoutes à ton input égalisé justement dans SHA-256. Voilà. En fait, techniquement, quand tu as un input brut que tu balances dans SHA-256, il faut que tu aies la place il faut qu'il fasse un multiple de 512 bits après, mais il faut que tu aies la place pour 64 bits pour le rembourrage par la taille, un bit pour un séparateur et je sais plus quoi encore. Mais bon, bref, on s'écarte du sujet. Non, mais après, mon point, c'était juste de dire que fondamentalement, rien t'empêche Ça, ouais, d'appliquer j'ai compris. ça. Rien t'empêche de l'appliquer sur des trucs arbitrairement longs. C'est juste que le rembourrage de bits va revenir à zéro, entre guillemets. Ce qui fait perdre un peu la cohérence de ce que signifie le rembourrage de bits lorsque tu commences à avoir des trucs trop grands. Ah Mais bon, non, c'est juste en j'ai pratique. confondu. J'avais bien essayé, mais attaque par extension de longueur, c'est pour rajouter des trucs dedans sans changer le hash. Et justement, en mettant le bon nombre de zéros avant pour que ça passe dans le bloc ou une connerie comme ça. Et en fait, c'est pour rajouter à la fin d'un message quelque chose et ne pas changer le hash final. Et si ce que tu, ra- Ouais, j'avais entendu parler de ça. et si ce que tu rajoutes, tu l'appends de suffisamment de zéros au début, enfin, t'as un certain nombre précis qu'il faut mettre pour que ça corresponde exactement à un bloc ou une connerie comme ça. Et du coup, tu peux réussir à produire le même hash, mais avec un message différent, quoi. Ouais, voilà, en fait, c'est que tu peux avoir le même message au début, mais en choisissant bien ce que tu mets après, il y a peut-être moyen de réobtenir le même hash. Et la question finalement, c'est combien tu dois mettre pour réobtenir le même hash Voilà, c'est ça. derrière, C'est, quoi. en gros, t'as le hash d'un message et tu connais pas le message. Et c'est rajouter enfin, ouais, voilà, c'est ce que je viens de dire, quoi. Mais il faut essayer d'en faire. C'est pas super compliqué à essayer de faire et c'est intéressant. Tu comprends mieux comment ça fonctionne. Sinon, il faut Franchement, faire la checksum de sa phrase à la main. Là, au moins, on comprend bien comment ça fonctionne. c'est bourrin. D'ailleurs, j'avais vu récemment un petit calcul qui avait été fait par, je crois que c'est Andrew Poelstra, où je crois que c'était dans la Bitcoin Uptech où quelqu'un demandait combien de temps ça prendrait de faire une signature à la main. Sur Stack Exchange, Bitcoin Stack Exchange. C'est dans le Bitcoin Stack Exchange, ouais, c'était pas dans l'Uptech. Et globalement, Polestra, il avait calculé que ça te mettrait, en gros, si tu utilisais les trucs les plus optimisés, les plus optimistes et que tu faisais aucune erreur, ça te mettrait en gros quelque chose de l'ordre d'un an et demi à faire le calcul à la main. C'était intéressant. Voilà. C'est performant en ordinateur. Oh, sur un hash, ça doit se faire. Si t'as pas une entrée trop grosse, style une phrase de récupération, Le, enfin l'entropie de la phrase, un ça doit se faire, hash, je c'est pense. genre 16 heures, un truc comme ça. C'est Non, mais ça dépend de la taille de l'input. Oui, oui, ouais, oui, toujours. Parce que du coup, à chaque nouveau bloc de 512 bits, bah, en fait, tu rajoutes le temps pour ces 512 bits supplémentaires, donc ça peut vite Oui. faire long. Mais je pense que ça doit se faire sur une phrase. Il faudrait qu'on le fasse une fois. J'avais essayé, j'avais fait un round et après ça m'avait saoulé.
J'avoue. En plus, c'est tout con dedans, hein. C'est que du XOR, du décalé 4 à droite, 4 à gauche. Bah, c'est con, il faut le faire plein de fois, quoi. Il y avait d'autres questions de Mais Kibevox. avant ça, il y a Marius qui a Oui, mis une question dans le chat. ah, Et Marius qui demande, du vas-y. coup... attends, je vois plus sa question. Ah si, là. Bonsoir à tous, j'ai une question sur RGB. Est-ce qu'un wallet doit forcément avoir un espace de stockage ou est-ce qu'il peut reposer sur le nœud d'un tiers comme un Blue Wallet par exemple? Et, l'autre, c'est une autre question. Et en gros, est-ce que... Bah, on va sûrement avoir des modèles custodiaux pour la conservation de la stack RGB. Ce qu'on a actuellement, c'est genre un RGB Node que tu peux héberger chez toi et qui lui va s'occuper de tout gérer. Du coup, si ça existe, je suppose que il y aura des versions où tu pourras différencier selon les users, etc. Effectivement. Donc comme ça, en fait, tu délègues la conservation de ton stash à une tierce partie. Ce qui est pas non plus fantastique. En backup, pourquoi pas. Mais si tu as que ça, il suffit que le custodien, enfin que la tierce partie se barre ou perde tes données, etc. Et tu as tout le même problème que si c'est toi qui les conservais, quoi. T'as plus accès du tout à tes fonds et tu peux plus jamais les retrouver. Mais ouais, ouais, je vois carrément par contre des systèmes de backup sur d'autres nœuds. Oui. Mais si tu veux, Marius, tu peux prendre la parole, hein. C'est plus interactif et comme ça tu peux répondre en live. T'as quelque chose à rajouter là-dessus, Panta? Je sais pas si Storm, ça peut rentrer dans ce cadre-là aussi, ou Hmm, c'est un modèle. Storm, bonne question. Je sais que Je pense que ça peut rentrer dans ce cadre. je pense que ça peut aussi rentrer dans ce cas-là où en fait tu peux payer des gens de manière un peu décentralisée pour qu'ils conservent ta data. Effectivement. Ouais, que seule la révélation des datas conservées permette effectivement de récupérer l'argent via du Lightning derrière et tout. Ouais, ouais, il y a Ouais, ça. Et puis alors après, il y a d'autres choses. je pense que Storm, le premier truc qu'ils vont sortir, c'est vraiment envoyer les consignments et tout via ça pour pas passer par un truc externe. Enfin, pour pas faire trop d'interactions via QR code ou je sais pas quoi. Du coup, Ouais, il y je a pense que moyen. leur première étape avec Storm, ça va être vraiment de gérer toute cette partie, transférer les données nécessaires au moment d'un transfert, quoi. Pardon, je t'ai coupé. Il y avait aussi sur Iris Wallet, il y avait aussi un serveur proxy entre les deux qui pouvait faire le lien entre les deux personnes qui voulaient faire des transactions aussi pour faire toute la série d'interactions entre la signature du consignment et tout. Ah ouais, j'avais pas vu. Donc, Ça devait pas y être encore quand j'avais testé. Ça fait un moment que j'ai pas touché. bah en fait, si, tu sais, quand t'envoyais de l'argent, souvent, tu avais un genre de truc en attente de l'autre, et en fait, il fallait que l'autre se connecte, et à ce moment-là, Mais effectivement, ça faisait au un tout début truc. ou un peu après? Bah, quand ils ont commencé à faire des trucs, quand ils ont commencé à faire des trucs, là, de Bitfinex avec Iris Wallet, quoi, que ça a Ah oui, commencé à être j'ai en... pas testé à ce moment-là. J'ai vraiment testé au tout début où limite les transferts ils marchaient pas quoi. Ah oui, non, ouais. C'est Et puis après, je sais pas, il y a le dernier modèle, c'est Bitmax et Diba. Et alors, je sais pas, CryptoQuick, il arrête pas de parler d'un truc qu'il appelle Carbonado. Je me demande si c'est lié aussi à ça. Mais je connais plus le détail. Je sais plus exactement en quoi ça consiste. Carbonado, ça me dit rien du tout. Je sais que Diba, c'est les NFT, machin, art sur Bitcoin. Bitmask, c'est un peu comme MetaMask, mais version RGB. Et, euh, et voilà. Et on a une autre question du coup de Marius. Ah, bah il nous a rejoint en tant que speaker. Tu veux rajouter tu veux faire un follow-up sur notre réponse? Allô? Ouais, est-ce que vous m'entendez bien Ouais, ou... nickel. Ok, super. Bah, déjà, bonsoir à tous. Oui, en fait, je te demandais ça par rapport à... Comment dire? Donc là, par rapport à la première question. Si quelqu'un
comment dire, créer un wallet juste avec un téléphone, par exemple? Est-ce que ce serait possible de le stocker juste sur son téléphone ou est-ce qu'il faut vraiment avoir un ordinateur ou une Mais en sorte fait, de c'est Raspberry pas Pi un, c'est pas un nœud qui doit être allumé tout le temps. C'est vraiment juste de la donnée à conserver. Donc du coup, t'as pas le même problème de Lightning où ton truc doit toujours être allumé, doit conserver. Enfin, c'est vraiment juste de la donnée à conserver. Du coup, ça peut être dans ton application, à backup évidemment, mais t'es pas obligé de la déléguer pour quelqu'un d'autre qui fasse tourner un logiciel tout le temps pour toi, quoi. Ok, ouais, donc juste sur un smartphone, ce serait faisable, quoi. C'est juste des données enfin, des Ouais, ouais, c'est antécédents, ça. enfin, de l'historique, quoi, C'est vraiment du l'historique stash. des transitions d'état à conserver. Ok, Donc ok, ok. en soi, ça peut être dans le stockage de ton téléphone sans problème. Ok, ok. Après, là, c'est applicable au RGB on-chain, ce qu'on dit là. Oui, oui, Évidemment, évidemment. si tu fais du RGB sur Lightning, tu as le même problème que Lightning. En fait, faut vraiment se dire que le modèle de conservation de données entre du RGB, qui est soit off-chain, mais RGB, juste la couche smart contract sur Bitcoin layer 1, c'est pas le même type de données quelque part que les données Lightning. Et comme tu as dit, c'est des données d'historique. Alors là où Lightning, c'est une donnée de consensus en fait que tu conserves. Les, les nœuds Lightning, ils maintiennent des consensus locaux avec leurs contreparties. Et donc là, c'est hyper important d'avoir une consistance parfaite entre tes données et les données de la contrepartie de tes canaux. Alors que dans RGB, bon bah oui, c'est aussi quelque part du consensus, mais c'est plus des données d'historique de validation en fait. Donc oui, il faut du consensus, mais c'est moins critique de les avoir à disposition en permanence quoi, quand on fait des échanges. Ouais, et du coup, ouais, RGB hérite directement de toutes les contraintes du layer qu'il utilise. Du coup, si tu utilises pour Unchained, bah, t'as les mêmes contraintes au niveau mobile, c'est-à-dire pas, quasi pas. Et à ça, tu rajoutes la conservation de la stash. Mais du coup, si tu veux utiliser RGB sur Lightning, bah, t'hérites de toutes les mêmes contraintes de Lightning, faire tourner une données sur le téléphone, ou alors dédié, ou alors utiliser un custodien, etc. En plus de la stash. Ok, Du coup, j'ai regardé Carbonado. Et Carbonado, en fait, c'est un peu ce que je pensais. C'est bien de la gestion de données RGB, type RGB 21, ils disent en l'occurrence. Mais en gros, c'est un réseau de stockage plus comme Noster, en fait. Voilà. Et c'est Bitmask qui fait ça. Ok. Voilà. Ils sont bons, Bitmask, ils font pas mal de trucs, c'est cool. Bah, CryptoQuick, il envoie du pâté, je trouve, quand même. Après, il a son caractère, mais il est bon. Bon, franchement, le caractère, ça va, hein. Il y a vraiment pire, Franchement, ouais. on a vu pire, hein. Franchement, sur les mecs qui me sont tombés dessus, c'est pas le pire, hein. et petite question avant la deuxième question que j'avais dit, est-ce qu'on a déjà une idée de l'impact sur les frais de transaction qu'RGB peut avoir? Parce que j'imagine que ce sera moins cher sur Lightning Network. Mais si c'est RGB qui repose sur Bitcoin, est-ce que ce sera, est-ce qu'on a une idée des Tu veux frais? dire les frais qu'on paiera pour utiliser RGB ou alors l'impact de l'arrivée d'RGB sur le marché de frais? Plus les frais que nous on paye en tant qu'utilisateur, parce que Et ben, j'imagine qu'on. encore une fois, t'hérites du layer sur lequel tu l'utilises. Donc, si tu l'utilises sur on-chain, bah, tu paieras les mêmes frais qu'une transaction quasi normale on-chain, transaction Taproot. Et si tu utilises sur Lightning, bah, tu paieras les frais de routage, pareil. Ok, ok, ok. Et du coup, ma deuxième question, c'était par rapport à la notion de smart contract sur RGB qui est un peu confuse pour moi quand on la compare au smart contract sur Ethereum. Parce que ce que j'ai cru comprendre dans mes premières lectures de documentation, c'est que quand on parle de state owner, donc la personne qui détient les droits des smart contracts, qui pouvait comment dire, se transférer, etc. Dans un premier temps, je me suis dit que c'était même une partie du code du contrat qui se transférait, ou alors une copie. Je pense que c'est faux. Du coup, peut-être que vous allez me guider un peu plus. Et que du coup, le contrat qui est parlé dans RGB, c'est le contrat type, par exemple, RGB 20, donc le standard du token.
Dites-moi si c'est pas du tout ça et si je suis complètement à côté de la Non, plaque. c'est ça, RGB20. Et du coup, quelle est la différence avec le schéma, du coup, le schéma, entre le standard BRC, RGB20 et le schéma d'un smart contract à part entière? En fait, pour te donner un peu parce que bon, tu as l'air de connaître un peu le code quand même, donc on peut parler en code un peu. En fait, les trucs RGB20, RGB21, RGB, etc., euh, vois-le comme des interfaces en Java ou des traits en Rust. Donc, c'est-à-dire, tu veux dire une classe de type, une classe de contrat qui implémente certaines méthodes. Et en fait, ces interfaces, elles vont permettre aux wallets, aux logiciels de wallet, de comprendre comment ils peuvent interagir avec le contrat. Non, mais Typiquement, l'analogie. il y a encore un truc entre les deux, hein, parce qu'il y a le contrat et après, il y a les interfaces. Le contrat, c'est la base, Ouais, et ouais. après, tu as les différentes interfaces. Et le schema, c'est l'écriture. En fait, le schema, c'est le bytecode du contrat. Donc, c'est vraiment le contrat. C'est les règles qui régissent ce contrat. C'est le schema. Et ça, ce schema, il est dans le Genesis. Il est commit dans le Genesis du contrat pour être complètement figé, histoire que tout le monde soit d'accord dessus. Et en fait, bah, après, le contrat peut implémenter certaines méthodes qui peuvent être utilisées par les wallets pour interagir avec ce contrat. Et donc, c'est là ce qu'on appelle les RGB20, RGB21, etc., qui sont les interfaces vers ce contrat. Donc, c'est juste une manière de le manipuler. Et bon, c'est un petit peu comme si je te disais, bah voilà, dans Bitcoin, il y a script. Bon, bah, une adresse, un protocole peut utiliser certains scripts. Donc, par exemple, je sais pas, un HTLC, c'est un type de script, voilà. Mais tu peux aussi avoir des patterns, des motifs de script qui sont reconnaissables par des logiciels de wallet, quel que soit le logiciel. Et donc le motif de script en question, par exemple pay to public key hash ou pay to script hash, bon, bah, ce pattern-là, c'est une genre de façon de dire bah, les wallets peuvent gérer ce type de pattern, ils peuvent interagir avec ce type de pattern. Bah, là, c'est un petit peu pareil, quoi. Tu as RGB20, c'est une manière, c'est un contrat dont on sait qu'il a une fonction de transfert qui est liée, qui prend en entrée des valeurs, des états possédés auxquels sont associées des valeurs et qui retournent des valeurs vers d'autres états, etc. Et à l'inverse, par exemple, RGB21, je crois, c'est les tokens non fongibles. Bon, bah, il n'y a pas de notion de transfert de valeur. Par contre, il y a une notion de révocation de clé, rotation de clé ou des choses de ce type-là, parce que c'est lié aux identités. Donc, c'est juste une manière de signaler que ce contrat, il peut être géré par tel type de wallet, quoi. Donc ça, c'est pour ce que c'est RGB20, etc. Et maintenant, tu as parlé aussi de state owner. Qu'en fait, le principe dans RGB, c'est que, on va dire, tout est immutable ou possédé. Donc, c'est-à-dire, si quelque chose est immutable, bon, bah, il y a pas besoin qu'il soit possédé puisqu'il n'est pas destiné à changer. Et si quelque chose peut être muté, peut être changé, si dans l'état global quelque chose peut être changé, eh ben, il faut qu'il y ait un propriétaire associé à cette chose-là. Et c'est le propriétaire qui, en faisant une transaction, pourra faire changer la chose. Donc, typiquement, par exemple, Euh, quelqu'un peut créer un contrat et assigner des jetons à une personne. Donc les jetons, c'est évidemment mutable, donc les jetons sont possédés par une personne. Mais ces jetons, ils ont un nom, et le nom du jeton, par exemple, le créateur peut dire, bah, moi, je veux pas que le nom du jeton soit modifiable, et donc du coup, bah, ça, c'est immutable. Donc c'est un état qui est soit global, tout le monde voit le nom du jeton dans le contrat, et tout le monde le reconnaît et fait consensus dessus, mais personne ne peut le modifier. Et c'est pas parce que et c'est un choix de l'issuer. On peut très bien le rendre modifiable. On peut très bien dire, bah voilà, le nom du jeton, machin, telle personne en est le propriétaire et peut décider de le modifier. Et donc cette personne, bah, quand on va récupérer le contrat, on va devoir vérifier que le propriétaire du nom du contrat, de cette propriété globale qui est le nom du jeton, bah, il n'a pas changé. Et si on voit que il a changé, eh ben on va demander une update, on va demander des informations pour récupérer le nouveau nom, s'il y a lieu qu'il y ait un nouveau nom. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état global, euh, la subtilité, c'est que
tout l'état global n'est pas forcément accessible. Mais normalement, tu as forcément accès à juste ce dont tu as besoin pour pouvoir valider le déroulement du contrat. Voilà. Je sais pas si ça t'aide, mais Ouais, c'est normalement carrément. comme ça que ça se passe. Merci beaucoup pour toutes vos précisions. Je pense que même je réécouterai la rediff pour bien tout revoir. Et Et tu, voilà. tu avais écouté Note de Space sur RGB? Ok. Ouais, bah, je les avais déjà écoutés une première fois quand ils sont sortis et je me les suis refait là euh, juste avant l'appel en fois 2,5 sur Eh ben. Spotify. Ouais, je veux. Et je jouais juste pour être sûr que je comprenais bien tout et c'est comme ça que je pu remettre un peu les idées en place. Et voilà. Bah merci beaucoup. Eh ben, Et, merci pour tes questions. Ça fait Comme toujours ça. plaisir d'avoir des questions posées de vive voix. N'hésite pas, surtout si tu en ouais, as top. d'autres pendant le space. Ok, ouais, bah je pense que je resterai si j'en ai, j'hésiterai pas. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi. Est-ce qu'on fait une autre question de Kibévox? Il y a Whitcoder qui est monté. Je ne sais pas s'il veut Yo, prendre la parole. Salut, salut. Salut, salut. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans un coin paumé, ça marche donc nickel. peut-être que vous m'entendez pas. Ok, bah parfait. Non, bah je vous laisse terminer. C'est super intéressant. Moi, j'écoute aussi le chat RGB encore. Euh, j'en entends parler, j'en entends parler, j'en entends parler, j'en ai parlé, mais il va falloir que ça sorte à un moment donné. Mais on en parlera peut-être avec le bleb. Mais non, enchaînons les questions de Kib. Eh ben, si t'es dispo maintenant et que tu captes là où t'es, si tu veux, tu peux nous en parler maintenant du Blé Wallet. Bah écoute, ok. Euh, c'est un projet auquel j'avais pensé. En fait, c'est la grande question de savoir comment, comment on peut. Ma question là-bas, c'était de savoir comment on peut financer un wallet open source. C'est une question que tout le monde se pose et que personne n'arrive à répondre. Donc j'avais fait un tout petit euh, sondage sur Twitter en disant bon bah est-ce que vous seriez prêt à payer 5 balles par mois à un développeur qui développe votre wallet, vous lui dites ce que vous voulez, vous choisissez, si vous voulez un wallet rouge, il sera rouge, si vous voulez qu'il soit vert, il sera vert, si vous voulez ci, ça, etc. Et donc j'avais pas eu énormément de réponses, genre une centaine. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à peu près 50%. 50%, il y avait 50% des gens qui étaient chauds et 50% des gens qui n'étaient pas chauds. C'était même à Donc je me 50% suis dit, bah, parfait. Toutes les fois que j'ai regardé, c'était voilà, 50-50. c'est 50-50. Il y a 50% qui sont prêts à payer et 50% c'est des crochus. Voilà. Mais bon, moi je fais souvent partie des 50% les plus crochus. Je paye pas souvent. Enfin, sauf maintenant, je m'y mets avec Noster. Ça m'arrive de zapper de temps en temps. Euh, je m'y mets. Et donc, bah, suite à ce petit sondage, je me suis dit, bon, bah, écoute, allons-y, quoi. Euh, donc, j'ai commencé à regarder un peu comment faire parce que, bon, comme voilà, c'est quelque chose d'assez communautaire, on va dire. La question de gestion de communauté, il faut se la poser, savoir les contenus. Bah, de toute façon, voilà, dans le coin là, sur le Space Cake, avec l'entonnoir, avec des couvres, etc. Euh, voilà, vous savez comment ça marche la communauté. Il faut faire du contenu, il faut que ça soit régulier, etc. Donc, bah, j'ai essayé de différents outils, en essayant de me baser sur l'open source, en regardant ce qu'il y a sur Doster, en essayant d'être un peu fun. Donc ça, c'est le premier truc sur lequel j'ai bossé un petit peu. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai fait un live. Euh, c'était sympa. Il y avait quelques personnes. J'étais étonné du retour qu'on peut avoir là-dessus. Et donc j'avais commencé un peu à expliquer la façon dont je le voyais, parce que bon, même si je propose aux gens, bon bah voilà, on va faire votre wallet, je le fais pas à l'arrache comme ça. Il y a quand même une petite idée derrière. Et ce soir, quand il y a eu le Space Cake, que c'était le Summer Space Cake, je me suis dit bah tiens, puisque c'est un Summer Cake, un petit noir,
Je me suis dit ça va être plus léger comme ambiance, donc on va pouvoir parler de choses de la plèbe, le wallet des beaufs, parce que bon, on va pas, voilà, c'est l'objectif dans ce wallet, c'est qu'il soit compréhensible par la plèbe, mais à l'intérieur aussi. Parce que bon, nous, on utilise des wallets, alors ça peut être n'importe lesquels. On utilise Phoenix, on utilise, je sais pas, Bitcoin Core, ou etc. Mais on a, voilà, la plèbe, ils utilisent des wallets, ils utilisent Wallet of Satoshi. Parce que voilà, ils savent pas ce que c'est. Donc pour eux, c'est Bitcoin et c'est la même chose. Et donc, bah, forcément, euh, Don't Trust Verify, tout ça, voilà, le côté custodial, c'est pas assez expliqué. Et puis les gens, ils s'en foutent quand c'est pratique. Et donc, je m'étais dit, voilà, ça serait bien d'avoir quelque chose où les gens peuvent vérifier par eux-mêmes. Alors, voilà, vérifier un wallet, c'est aller regarder dans le code, etc. C'est un peu compliqué. Donc, j'avais une petite idée d'architecture de wallet depuis un petit moment. Là, depuis, ça fait quoi, 1 an et demi. J'avais pensé ça à Neuchâtel il y a 1 an et demi, où je me disais comment faire tourner un nœud complet Bitcoin, un full node, avec Lightning sur un téléphone. Et c'est un truc, c'est une question que je me posais je me pose depuis très longtemps, hein, parce que dans Bitcoin, il y a des questions de scalabilité, et je me demandais quand est-ce qu'allaient sortir sur les téléphones les SD cards qui permettraient de stocker un nœud complet. Et donc, bah, ça fait à peu près, un peu plus d'1 an que les cartes sont disponibles. On peut acheter des cartes de 1 Tera pour Android, pour iOS. Et donc, bah, c'est tout à fait possible au niveau de la taille de mettre un full load, même si sans cette carte, on peut quand même lancer quelque chose de pruné. Et donc, après, j'ai regardé les wallets qui se font. J'ai beaucoup regardé le Samouraï, le Phoenix, le truc d'avant Phoenix, je me souviens plus du nom. Éclair, voilà. Et puis bon, bah, c'est des wallets qui sont extrêmement complexes, qui sont très développés par des gros professionnels. Euh, c'est très difficile à avaler pour les nouveaux. Alors c'est facile à utiliser, hein. Moi, je conseille d'utiliser Samurai Wallet. Je suis pas un clic. Euh, mais voilà, quand on veut regarder à l'intérieur, c'est un peu le bordel. Donc je m'étais dit, voilà, le logiciel qu'il faut utiliser, c'est Bitcoin Core, forcément, parce que c'est la référence. Il y avait un projet sur Android qui s'appelait... Comment il s'appelait? Je sais pas, ABCore. ABCore, voilà, exactement. ABCore, Mm. c'était une version Java qui utilisait du MDK de Android pour faire tourner ça. C'était un peu le bordel. Et, euh, et en fait, en utilisant petite application sur Android qui s'appelle Termux, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont Termux sur leur téléphone. C'est un émulateur de terminal Shell qui permet d'avoir à peu près l'équivalent d'un Linux sur son téléphone. Bien sûr, il y a l'équivalent sur iOS, même si j'ai pas d'Apple, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, j'imagine qu'il puisse y avoir l'équivalent. Non, non, il n'y a pas. Et donc, bah, je me suis, il y a pas? Enfin, l'application existe, mais c'est pour se connecter en SSH. D'accord, il n'y a pas Non, genre un émulateur de terminal. sur iOS, t'as pas accès au système. Il me semble, enfin, ça fait quelques années que j'ai plus d'iPhone, mais il me semble que j'avais un émulateur de terminal sur mon iPhone. Mais c'était il y a Ouais, ouais. quelques années, et peut-être que je confonds, peut-être que c'est le client SSH dont Parce tu que parles, le moi, NES, je sais moi, pas. j'ai bien un Termux ou un Termux ou un truc comme ça. Mais effectivement, c'est que pour se connecter en SSH à d'autres hosts. Et, euh, et en tout cas, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit un accès terminal, quoi. Peut-être un émulateur avec quelques trucs de base, peut-être que ça existe. Euh, ça me dit trop rien. Ouais, enfin, Mais oui, du coup, c'était après, pas trop le point. Vas-y. j'imagine que ça doit être possible enfin bon, j'imagine que techniquement ça doit être possible. Mais bon, après, si c'est pas sur iOS, c'est pas un drame. De toute façon, iOS, si ça leur plaît pas, ils te virent de leur store.
Toujours est-il que voilà, via cette petite application de Tarbux, je m'étais installé mon petit Bitcoin Core, mon petit Lightning, et tout ça, ça fonctionne très bien. Et pour le pleb, c'est ça qui est intéressant, et dans le voilà, dans la suite enfin dans tout le concept de ce wallet, c'est intéressant. C'est le côté documentation ou tout ce qu'on peut trouver sur Internet à propos de certains logiciels, de certaines choses. Par exemple, je parlais des wallets, par exemple, il y a beaucoup de communication sur Samurai, mais il n'y a aucune communication sur le fonctionnement interne de l'application, etc. Par contre, on va trouver beaucoup de documentation sur Bitcoin Core, beaucoup, beaucoup de documentation. Ça, n'y a pas de problème. Sur Lightning Network, c'est pareil. On va trouver beaucoup de documentation. C'est des logiciels qui sont très scrutés, qui sont très utilisés. Il y a beaucoup de documentation. Et donc, l'idée, c'est justement d'utiliser ce type de logiciels qui sont très abordables pour la plèbe, très documentés, jusqu'au point où tu peux avoir des vidéos YouTube d'un Indien random qui va t'expliquer comment ça fonctionne Bitcoin Core, comment ça fonctionne Lightning. Tout ça, c'est en ligne de commande. Donc, c'est pleb compatible, on va dire. Et donc, en lançant ce projet pleb, je me dis, voilà, il faut faire le reste. Et le reste, forcément, c'est l'interface. L'interface de l'utilisateur. Donc, moi, voilà, quand j'ai commencé à le présenter là, dans un petit space sur Twitter, voilà, je suis resté très ouvert. Je dis, voilà, si les gens ont des idées, et je suis sûr que les gens ont des idées sur des méthodes d'interfacer un portefeuille, parce que voilà, pour l'instant, il y a les premiers mouvements sur l'UX UI dans Bitcoin, ça date de 2014-2015, où les gens commençaient à péter un câble en disant non mais l'UX UI c'est n'importe quoi, faut vraiment faire quelque chose. Juste avant que Lightning apparaisse, parce que voilà, c'est vrai que c'était très bare, très. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Voilà, fallait limite être ingénieur pour faire tourner certains wallets. Et donc, voilà, je reprends ce truc-là. Et donc, je sais que voilà, il y a la plupart des applications Android maintenant, ça se fait en React. C'est pour ça que je vous posais des questions là, un peu à tous dans le camembert, etc. Mais qu'est-ce que vous utilisez, Expo, compagnie. Et donc voilà, donc je me dis utiliser des logiciels, même quitte à utiliser Noster, pourquoi pas, comme base de données, puisque un wallet c'est quand même une base de données où dedans on met une liste de transactions. Donc Noster c'est un log, c'est des événements. Donc je me dis que ça peut être intéressant. C'est pas forcément très efficace. Je cherche pas la performance. Je cherche vraiment le côté. Il faut que ça soit compréhensible par Monsieur Pleb. Donc des vidéos sur Noster, il y en a Watt 1000. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde va comprendre comment ça fonctionne. C'est pas difficile de se former. Il y a des crash courses sur tout et n'importe quoi en JS, en je ne sais pas quoi. Tout ça, le protocole est pas compliqué. Et donc voilà un peu l'architecture du wallet auquel je pense, c'est-à-dire une base utilisant les logiciels qu'on connaît très bien comme Bitcoin Core et Core Lightning, qui sont des trucs, c'est du compilé, c'est du... Pour Core, ça serait un full node ou un nœud pruné et tagué? Au choix. Ok. Au choix. Hein. Ok. On peut... c'est sûr que tout le monde n'a pas un Tera dans son téléphone, Ouais, donc c'est ça, il faut ouais. trouver des moyens de pruner. Mais après, en utilisant Lightning, il y a des fonctions dans Lightning qui permettent de bosser sur du pruné. Donc ça, c'est pas trop le problème. Après, ça, c'est pour moi, hein, c'est mon délire personnel où je voulais avoir, pour moi, dans ma tête, quand Bitcoin ça a commencé, je me suis dit, ouais, un jour, il faudra que ça soit sur tous les téléphones. Comme ça, tout le monde aura son full node de son téléphone et il y aura une vraie décentralisation. C'était au début de Bitcoin quand on flippait encore un peu de savoir, oh là là, mais il y a que 1000 nœuds dans le monde. C'est pas assez décentralisé, etc. Et donc, dans ma tête, je faisais des petits rêves
en me disant ouais, un jour, chacun aura son full note dans son téléphone et ça sera la fête. On sera vraiment décentralisé et réellement incensurable. Donc au choix, après, sur mon téléphone, j'ai synchronisé une chaîne complète, mais je l'ai aussi pruné parce que après ça prend trop de place. Donc tout ça, ça marche. Ces logiciels, ils fonctionnent très bien en fait sur Termux. Termux, c'est quand même très très stable. C'est un très très beau boulot. On en reparlera après. Et surtout, Termux, c'est dans les logiciels Android que j'ai, c'est un des meilleurs qui gère comment dire, le fait de ne pas se couper. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a des logiciels Android, ils les coupent. Et ils ont installé, il y a une fonction, c'est bien foutu. Dans la barre des tâches, il y a un petit truc, etc. Enfin, si vous savez pas Termux, utilisez Termux, vous allez voir, c'est assez magique. Et donc, lié à ça avec un bout de JS, du React, je sais pas comment, pour connecter ça, voilà, sur un petit relais Noster qui contient, voilà, l'historique des transactions, c'est tout. Après, un petit bout de script en JS qui existe déjà. En fait, tout ce que je dis, il n'y a même pas besoin de développer quoi que ce soit, hein. Tout est déjà prêt. Je suis le seul à avoir perdu Julien. Non, j'entends plus, moi non plus. J'entends plus rien. Problème. Bon, bah. T'as coupé 20 secondes, Julien. Ok, attends, ouais, je vais me redéplacer. Je vais parler moins fort. Je sais pas. Ouais, non, c'est bon. Voilà, ça doit être mieux. Je disais. Ouais, donc le truc, c'est d'utiliser celui-là, d'utiliser un petit front-end en React Native qui puisse fonctionner partout. De me connecter à une base de données qui serait de type Gluster pour stocker l'historique des transactions. Et ensuite, utiliser un petit plugin qui existe déjà dans Core Lightning qui permet de nourrir un WebSocket. Donc en fait, dans tout ce wallet que je vois, au final, il n'y a quasiment pas de code à écrire. C'est plutôt de la plomberie entre différentes choses qui sont connues. Et c'est ça le gros intérêt pour Monsieur Pleb, parce que là, c'est des logiciels qu'il connaît, qu'il maîtrise, et il peut vraiment vérifier le fonctionnement de son wallet. Je suis désolé, Julien, je t'interromps, mais je sais pas, je pense pour les autres c'est pareil. Je pense que c'est un peu bruyant là, l'endroit où tu es parti. Ouais. Et en fait, il y a un gros bruit de fond qui gêne vraiment pour écouter ce que tu dis maintenant. Enfin, je sais pas si les autres l'entendent pareil, mais moi, ça me fait ça. Ok, ouais, je suis dans un trou paumé. Est-ce que c'est mieux? Ouais, là c'est mieux. On n'entend plus rien. Enfin, moi, j'entends plus rien. Ok. Donc, je vais répéter rapidement. Donc, le wallet est construit sur des briques qui existent déjà. Il y a peu de code à faire. C'est réutiliser des choses, sauf pour la partie de l'interface. Donc, qui utiliserait du React Native, un boot Noster pour faire le stockage de l'historique des transactions. Du Lightning qui se connecte, qui a les plugins qu'il faut, du Bitcoin, etc. Et donc voilà, donc je suis ouvert à tout commentaire sur ces choses-là. Et voilà, donc je refais aussi peut-être le sondage auprès de vous. Est-ce que vous financez un développeur à 5 balles par mois pour ce genre de wallet? Qui veut commencer? Bon, moi, je me lance. Pour être tout à fait franc, franchement, si c'est vraiment un wallet que j'utilise pour moi perso et qui est vraiment très, très satisfaisant, style, je pense à Sparrow ou à Samurai, franchement, ouais. Franchement, ouais. Après, si c'est quelque chose que je vais utiliser soit à la marge pour faire quelques tests ou là, non. Si je l'utilise, ouais.
Après, pour revenir un petit peu sur, tu as parlé au tout début du financement de l'open source. Ce qui marche le mieux en ce moment, enfin, je pense que c'est ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est CoinJoin. Ça, pour le coup, c'est plus que financé, hein. Quand tu vois Wasabi, Samurai, ce que ça marche. Et même pour des wallets comme Sparrow, ou là j'ai vu qu'il avait proposé encore un autre wallet, celui qui vient d'enlever Lightning, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le wallet? Il y a Samurai qui. Pardon? Non, non, là, il y a quelques jours. Je ne me rappelle plus, Simple Bitcoin Wallet, Simple je crois. Bitcoin Wallet, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, en fait, tu peux implémenter Whirlpool avec les pools communes avec les autres sur ton wallet. Et bon, en tout cas, c'est ce qui s'est fait pour Sparrow. Les gains qui sont faits sur les CoinJoin, qui sont faits à partir de Sparrow, Samurai les offre à Sparrow. Voilà, donc ça peut être une source de revenus récurrent et parfois très importante si le wallet fonctionne. Ok, je note. J'ai été coupé un petit peu entre-temps, mauvaise connexion, mais je réécouterai cette partie-là. Merci. Moi, c'est à peu près pareil que Loïc. Si je l'utilise souvent, j'ai aucun problème à payer, à contribuer au truc. Après, il faut que ça soit vachement bien fini. Enfin, faut que ça soit vraiment que je l'utilise souvent, quoi. Et puis aussi, enfin, c'est mon cas, mais j'utilise pas du tout. Enfin, dans la vie de tous les jours, j'utilise jamais le on-chain. Je dois vraiment faire une transaction on-chain tous les 4 mois. Et tous les jours, c'est c'est vraiment Lightning, quoi. Désolé Loïc, mais j'utilise tout le temps Lightning avec Phoenix et mon on-chain, il est sur mon ordinateur et j'ai pas de wallet on-chain sur mon téléphone. Donc, j'aurais pas trop de use case de faire tourner un nœud dans mon téléphone, sachant que j'ai déjà un nœud chez moi et que j'utilise pas on-chain sur mon tel. Donc, ça, c'est pour mon cas perso. Après, Je vais réécouter ça en rediffusion parce que j'entends absolument aucun de vos commentaires. aïe, aïe, aïe. Ça marche. Bon, en gros, là, si tu m'entends, en gros, ce qui ressort pour l'instant de Lounès et moi, c'est si on l'utilise, on paye. Mhm. Voilà. Et le fait des CoinJoin. Ah non, les CoinJoin, c'était une autre idée pour toi. C'est pas quelque chose d'indispensable, forcément, mais ce que je veux dire, ça peut être une idée justement pour se financer, d'implémenter Ouais, Whirlpool. Ouais, je vais peut-être relancer l'application parce que j'entends absolument rien. Ah, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, c'est de ma faute. J'ai été m'exiler dans un trou paumé pendant les vacances. C'est pas mal les trous paumés pendant les vacances. Ça déconnecte, dans tous les sens du terme. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien pour la créativité, ça permet d'avoir d'autres idées. C'est plus sympa. Mais bon, voilà, dans tous les cas, je pense que je vais faire de. Bon, je vais pas vous squatter les specs toutes les semaines du sujet, mais je pense que je ferai des spaces, peut-être même des petits lives sur Noster parce que c'est rigolo. Sur le sujet, un petit peu. Après, c'est un vrai sujet, le financement de l'open source. Désolé, Sosten, je t'ai coupé. Non, c'est pas ça, c'est en fait, c'est Witcoder, d'un seul coup, je l'entendais plus. Oui, Donc, bah, je voulais vous demander si vous pareil, je me l'entendiez suis dit toujours. Parce que... il s'était déconnecté pour de bon. Ouais, non, je suis désolé. Non, t'inquiète, pas le problème. Ouais, c'est pas grave, hein, ça Franchement, arrive. pas de souci. Et ouais, de façon, dans l'open source, oui, et aussi dans Bitcoin, quoi. Dans Bitcoin, il y a que 3 trucs qui sont rentables. C'est les CoinJoin, les hardware wallets, et puis les exchanges. Mhm. Je rajouterais Phoenix. Je pense que Phoenix, c'est un modèle qui peut être. Je sais pas s'il est rentable aujourd'hui, peut-être déjà, j'en sais rien, mais je pense que c'est un modèle qui peut être rentable à terme. Ouais, disons que Ah, il peut être rentable, mais si il est tu fais rentable. énormément de volume. Ouais. Avec leurs nouveaux frais, maintenant, ils s'assurent du 0,4% de leur volume, mais après, maintenant, faut faire du volume, quoi. C'est .4 ou .5? 0,4. D'accord. Parce que j'ai vu, il y a Spark, Light Spark là, de David Marcus qui veut faire du Light Network, il met .5 Ouais, lui. mais Lightspark, c'est un provider pour les grosses boîtes pour pouvoir gérer leur Mhm. gros nœud.
Et donc du coup, tu payes des forfaits au mois ou à l'année, enfin des forfaits de volume, des forfaits de volume au Oui. mois. Et là, Phoenix, le 0.4, Mhm. c'est vraiment leur nouvelle mise à jour pour le retail, quoi, le wallet retail. Ouais, bah, moi, j'ai toujours mes 2 channels qui n'ont pas été réunis, donc je sais pas où est-ce que Non, ça en est. c'est encore c'est qu'en bêta sur Android. Et D'accord. tu peux t'inscrire à la bêta en leur en envoyant un mail et tout. Et effectivement, Ok. après, bah, justement, ça peut faire une bonne transition, ça, parce qu'on voulait en parler. Donc, ce Summer Cake de la mise à jour Phoenix, si ça va à tout le monde. Ouais, Allons-y. juste pour finir sur le sujet Ouais, du wallet, c'est en fait, comme on parle de Phoenix, et ça fait une bonne transition, moi je crois que le seul wallet pour lequel, enfin c'est un petit peu samouraï, quand de temps en temps je fais des whirlpools, ou voilà, j'avais un moment j'avais eu un penny, mais je l'avais très peu utilisé aussi, donc j'ai payé un petit peu pour samouraï, et je paye pour Phoenix, et je pense que c'est les seuls wallets pour lesquels j'ai payé et pour lesquels je me vois payer. Donc, payer en fait, je payer dans le paierais. sens donation ou alors frais sur un service, genre les caoutchoucs, ce genre de truc. Non, oui, alors ce que je veux dire, c'est frais vraiment pour lesquels j'ai payé des frais à l'utilisation, soit en utilisant Whirlpool, soit en utilisant Paynim, soit en utilisant Phoenix. J'ai pas fait de donation, j'ai pas envoyé Parce que, ouais, globalement, de dons tous à les wallets Samouraï. Lightning aujourd'hui prennent des frais, mais ils le cachent juste dans les frais de transaction, quoi. Hmm. Ouais, mais ils se servent, il y en a qui se servent bien. Enfin, maintenant, Blue Wallet fait plus de Lightning, mais je me souviens que j'avais installé un Blue Wallet à un noob justement parce que je me disais, bon, bah tant pis, c'est custodial, mais c'est facile. Et puis j'avais fait une transaction, tu sais, j'avais vu les fees qui prenaient, c'était plus cher que Bah ouais, on-chain. Je m'étais dit, ah ouais, quand même. Breeze aussi, tu payes souvent des 400, 500 sats quand tu fais des transactions. T'es là, putain, les gars. Après, moi, je parle pour moi. Je suis pas une boîte, donc je paye pas de taxes et j'ai pas besoin voilà, d'avoir j'ai pas d'équipe comme Samurai, j'ai pas d'équipe d'entreprise comme A5, etc. C'est puis lancer l'open source en mode à l'arrache développeur. Ouais, mais rien que le fait d'installer Whirlpool, franchement, ça peut être une bonne source de revenus, hein. Ça peut Ouais, être mais une bonne source de revenus. Enfin, faudrait négocier avec Samouraï pour qu'il te laisse ouais, bah, les... je les connais depuis assez longtemps. Je pense que les négociations, il n'y aurait pas de problème. Surtout qu'ils Mais ont c'est un une bonne client idée, c'est une Rust très bonne idée. maintenant. Pardon? Surtout qu'ils ont un client implémenté en Rust maintenant. Ouais, bah ouais. Bah, si c'est du Rust, c'est parfait, hein. Si ça compile et que ça peut, j'imagine qu'en Si plus, ça compile, tout est dans le voilà, si. voilà, mais j'imagine qu'en plus, eux, ils pensent quand même très Android. Donc ça se trouve, ils ont des petites choses qui tournent sur Android. Très bien. En tout cas, si un jour tu arrives à te monétiser avec, je pense que ça sera pas avant un bon moment, quoi. Parce que Ah oui, mais d'ici à c'est ce que les clair. gens soient prêts à mettre de l'argent dedans, faut vraiment que le wallet soit carrément fini. Oui, 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 c'est pour ça. Là, pour l'instant, c'est juste dans la tête. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Il n'y a pas grand-chose y a pas grand-chose de fait, même si il y a quand même des choses de faites, mais bon, on en parlera plus tard, à la Ou rentrée alors, peut-être. en attendant de trouver un modèle monétisable ou un modèle d'abonnement, comme tu as dit avant, tu peux faire une sorte de levée de fonds communautaire à la Geyser ou un truc comme ça. Là, dans ce style-là, je pense que s'il n'y a pas de produit, les gens seraient plus prêts à donner qu'un abonnement s'il n'y a pas de produit. Après, ça te force à deliver, quoi, ce genre de truc. C'est-à-dire que si aussi sur le Mhm. chemin, il se rend compte que c'est trop complexe ou ce genre de choses, une fois qu'il a pris la thune des gens, c'est compliqué de dire en fait, c'est pas possible, quoi. Ça Ouais. te met pas dans la même position que si juste tu fais ça en side project jusqu'à ce que ça soit un peu rentable, quoi. C'est pas faux. Mais Geyser, j'ai regardé, etc. J'ai regardé comment ça fonctionnait. C'est vrai que c'est bien foutu. Bah, c'est encore, il y a du Noster là-dedans aussi. Mais bon, merci pour ce petit temps de parole. Merci pour vos retours qui sont, ma foi, très intéressants, surtout sur le business model. Et puis, bah, on va peut-être parler de Phoenix. Eh bien, parlons de Phoenix. Du coup, A5 a annoncé une nouvelle mise à jour, leur Phoenix V3.
Parce qu'il faut savoir que le Phoenix actuel, c'est une version 2 du premier wallet Éclair qu'ils avaient fait avant. Et du coup, dans cette nouvelle version, le plus gros truc, c'est l'introduction du splicing. Déjà parlé au Space Cake, et on va peut-être en reparler maintenant et dans d'autres épisodes. Le... En gros, à l'heure actuelle, quand tu veux rajouter de la liquidité entrante ou sortante sur ton nœud, euh, tu vas être obligé d'ouvrir des nouveaux canaux. Tu peux pas rajouter de la capacité dans un canal existant. Enfin, si tu veux rajouter de la capacité, tu es obligé de fermer le canal et de le rouvrir. Et du coup, fermer un canal et le rouvrir, ça fait 2 transactions on-chain, ce qui est pas très rentable. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire qu'actuellement, sur Phoenix, à chaque fois que vous manquez de liquidité entrante, A5 va vous ouvrir un nouveau canal, un canal tout neuf pour cette liquidité-là. Ça veut dire que vous pouvez très vite vous retrouver avec plein de canaux ouverts sur votre téléphone, sur votre nœud. Enfin, par exemple, moi, j'en ai une bonne quinzaine. Et du coup, pour gérer tout ça, c'est plus compliqué. Vous payez plus de frais, vous pouvez pas facilement redimensionner les trucs, tout ça. Du coup, ils sont en train d'implémenter le splicing dans Eclair et donc du coup dans Phoenix. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, petit résumé du splicing, ça sert à changer la capacité, la taille d'un canal en une seule transaction. Donc en gros, vous faites une transaction où vous sortez les fonds du multisig de base et vous rajoutez de la thune et ça repart dans le multisig. Enfin, du coup, ça sort pas, mais vous rajoutez ou vous enlevez de la thune du multisig directement. Du coup, ça permet ça de changer la capacité du canal. Et donc, du coup, dans le cas de Phoenix et dans d'autres cas, ça permet d'avoir un seul gros canal pour votre nœud. C'est-à-dire que maintenant, avec la nouvelle version, il y aura un seul gros canal par user, enfin gros ou pas, hein, mais il y aura un seul canal par user. Et donc, à chaque fois que vous avez besoin de liquidité entrante, et ben, il y a une seule transaction qui va se faire pour agrandir le canal. Ça permet pas mal de trucs, notamment de virer tous les frais qu'ils prenaient en plus euh, à l'ouverture d'un nouveau canal. Avant, ils prenaient 1% avec minimum 3000 sats. Et ils faisaient ça pour se monétiser, mais aussi pour se protéger, et puis pour prendre en compte certains frais, tout ça. Et maintenant, vous payerez uniquement les frais de minage. Donc passer de 1% à les frais de minage, c'est quand même un gros step-up. Ces fameux 1%, ils étaient assez compliqués à expliquer au début. Enfin, disons qu'on ne pouvait pas recommander Phoenix comme wallet pour les débutants, parce que dès que tu leur installais, ils devaient payer 1%, minimum 3000 sats pour recevoir un paiement. C'est-à-dire que tu pouvais pas leur faire un petit test avec 2000 sats, 10 000 sats, tout ça, parce qu'automatiquement, ils étaient prélevés de 3000 sats. Et quand le mec, tu veux lui envoyer 3 balles, tu lui envoies 10 000 sats et il est taxé à 30% dessus, il te dit, mais Bitcoin, c'est un peu de la merde, quoi. Donc maintenant, on n'a plus ce pourcentage de frais et il y aura que les mining fees. Voilà pour le petit résumé technique du splicing, de ce qui va changer au niveau des canaux. Et au niveau des frais, du coup, tout ce qui est transaction on-chain, tout ça, on paiera plus que les frais de minage. Et par contre, du coup, on parlait de la monétisation. Avant, on payait les frais du Lightning Network, et dont les frais de leur nœud. Pour chaque transaction. Et maintenant, ils mettent des frais fixes à 0,4% des transactions qui sortent, 0,4% du montant, pour toutes les transactions Lightning. J'ai fait un peu mes calculs. La plupart des transactions que je faisais avant, ça tournait autour des 0,08% de frais. Donc, du coup, ça, c'est leurs frais proportionnels et tout sur leur nœud. Et puis des hops qui est après, mais comme généralement, ça passait quasiment que par leur nœud. On peut estimer que leurs frais avant étaient à 0,08%. Donc là, on passe à 4, ça fait un bon x5. Ça se discute, franchement. x5, c'est beaucoup, mais on peut carrément se dire que c'est le prix de la simplicité. On s'en rend pas forcément compte, mais Phoenix, c'est quand même vraiment incroyable de pouvoir faire tourner son nœud sur son téléphone, ne pas avoir à
héberger un serveur chez soi, avoir un Raspberry Pi, un NUC, ce que vous voulez, devoir gérer la liquidité de ces canaux, rebalancer tout ça, c'est un coût en temps et puis en capacité technique, en compétences techniques. Et ce coût-là, en fait, vous le payez dans ces 0,4% de frais. Donc en soi, si on pèse les deux côtés, c'est pas si cher payé pour avoir un très bon truc. Et aussi, Ouais, puis un autre truc aussi, c'est que juste un dernier truc et après je te laisse. Ouais, vas-y, Un finis. dernier truc aussi, c'est que tout ça, c'est aussi dans l'esprit Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites des paiements carte bancaire chez des commerçants, et ben, c'est eux qui vont payer un pourcentage sur ce qu'ils reçoivent. Donc je ne connais pas les pourcentages de frais, mais ça doit être à 1, 2%, 3% avec un minimum à 20, 15, 20, 30 centimes de frais sur les paiements en carte bleue. Et en fait, maintenant, ces frais, ils seront plus payés par les marchands, ils seront payés par les clients qui viennent pour pouvoir utiliser le réseau. Du coup, en fait, c'est un déplacement naturel qui aurait dû être comme ça depuis le début des frais de transaction qui sont payés par le client et pas par le destinataire. C'est ce que j'ai essayé de dire pour coulant ça à tout le monde et aux banquiers, qu'il fallait passer de 3% des commerçants à 0,3% par le client, et ils n'ont jamais compris. Ouais. Et du coup, pardon pour ta fait. Ouais, un truc que je voulais. Ouais, non, pas de souci. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, c'est 0,4%, mais c'est 0,4% en utilisant le nœud d'A5, quoi. Et le nœud d'A5, c'est pas n'importe quel nœud dans le Lightning Network, quoi. Enfin, c'est le nœud du Lightning Network, on va dire, quoi. S'il y a un nœud qu'on pourrait résumer pour le Lightning Network, c'est A5. Donc, c'est le nœud le plus connecté, avec le plus de canaux. Pendant une période, je me demande s'ils sont encore ceux avec le plus de canaux et le plus de liquidité, mais pendant longtemps, c'était le cas. Donc, on est à peu près sûr que le paiement, il va faire quasiment un hop. Donc, en fait, c'est vraiment juste leurs frais à eux qu'on paye. Donc, c'est 0,4%. Et bon, 0,4% de frais de routage, il y a un monde où ce sera normal de payer 0,4% de frais de routage, même si on est souverain sur son nœud, etc., quoi. Donc, vraiment, bon, ça peut paraître cher, mais c'est pas déconnant, quoi. C'est pas irraisonnable non plus, quoi. Après, bon, bah, comme tu dis, c'est le prix de la simplicité. Je pense aussi Ouais, que, bon, ils ont bah, 600 BTC sur euh, leur nœud. ouais, oui, non, ils chargent à mort, hein. En fait, d'une certaine façon, tu dis que c'est rentable, mais si tu regardes le rendement du capital, ça doit pas être immense non plus, quoi. Mais ils ont juste énormément de BTC, quoi, pour pouvoir feed le nœud comme ça. Bah, je pense Donc, honnêtement que leurs frais de routage sont pas non plus dégueulasses, hein. Parce que c'est un point central du ouais, ouais, réseau. Je pense que une énorme partie des paiements du réseau Lightning passe par leur nœud. Je pense que en pourcentage, évidemment, je suis pas ouais. convaincu que ce soit énorme, mais ça doit bien couvrir leurs frais. Ouais, ça doit les aider, clairement, ça doit les aider à maintenir le nœud parce que c'est sûr que. Bon, et puis ils ont de la liquidité entrante très facilement aussi. C'est ça qu'ils ont comme capital aussi qui est important et qui peuvent faire C'est valoir c'est- aux personnes qui veulent c'était qui le utiliser leur mec qui nœud. avait un gros nœud qui avait un peu montré les frais qu'il avait gagnés je sais pas, il y a 1 an et demi? Un truc comme ça, il avait un gros nœud, je sais pas, de 15-20 BTC. Ah, c'est Alex Ouais, c'est lui. Et c'était combien Boss qu'il machin gagnait? là? 2 000 $? 3 000? Un truc comme ça? Ouais, Et il avait ouais, un ouais, nœud à lui. 20 BTC. Ouais. Et un gros nœud à 20 BTC. Il en avait plusieurs, hein. Il en avait plusieurs quand même. Mais bon, bref, lui, il avait réussi aussi à choper pas mal comme il était là au début, il avait réussi à choper pas mal de liquidités au début du réseau et du coup, ouais, ça s'est bien passé pour Ouais, lui c'est ce aussi. que je veux dire, c'est qu'un gros nœud pour lui qui était à genre 25-30 BTC, tu vois, 3 000 $, 4 000 $. À 5, ils ont un nœud à 600 BTC, on peut à peu près faire les. Hmm. Après, évidemment, la capacité, ça Ouais, fait ouais, pas non, tout, c'est hein. Si sûr t'as la qu'il. capacité mais qu'il n'y a aucun volume, ça change rien. Mais ils prennent beaucoup de volume, Ouais, je ouais, pense. non, mais c'est sûr que eux, ils doivent router pas mal de paiements. C'est sûr que ça, je veux bien le croire, hein. Surtout maintenant qu'ils sont à Wallet, en plus, ça incite les gens à se connecter à eux pour router des paiements aussi. Enfin, bon, ils ont vraiment réussi à se placer comme il faut dans le game et ils Et en puis, profitent bien, c'est clair, hein. franchement, enfin, je trouve qu'ils écrasent la concurrence, hein. Il y a, il y a, Après, techniquement, ils sont très très forts bah, aussi, hein. Je veux dire, leur article sur les HSM qu'ils utilisent et tout, c'est vraiment ouf, quoi. Ils ont mis en place des trucs,
Ils sont au-dessus, quoi. Bah, Ils sont vraiment ce qui au-dessus. change beaucoup, c'est qu'ils ont leur propre implémentation. C'est-à-dire que Eclair, ils le codent en pensant l'utiliser sur mobile. Donc du coup, tous les choix qu'ils font, ils les font en pensant mobile, tu vois. Donc du coup, tout de suite, ça donne vachement plus de liberté et vachement plus de performance de, et moins de galères d'implémentation que Breeze, que Blixt, qui essaie de faire tourner LND sur mobile alors que ça n'a pas été fait pour au départ. Du coup, maintenant, on a BitKit qui apparaît, qui est apparu il y a quelques mois, qui lui utilise le LDK. Mais le LDK, ben, c'est pas forcément pensé pour mobile de base, c'est des trucs à implémenter. Du coup, il l'implémente pour mobile, mais ça reste quand même beaucoup de travail. Et en fait, on, Phoenix A5, c'est les seuls à avoir le wallet mobile et l'implémentation. Toutes les autres implémentations, elles sont pensées pour le desktop et puis pour les langages desktop. Alors que là, vraiment, je trouve que c'est vraiment un gros point de Phoenix, quoi. Le truc est efficient, efficace et ça se ressent. Mais là, en plus, ça va être avec le splicing, ça va être encore plus fort parce que sur mobile et pour le nœud A5, ce qui est dur à gérer, c'est d'avoir plein de canaux parmi lesquels il doit choisir, maintenir des états et tout. Et donc là, je pense aussi qu'au-delà de juste changer sa formule de tarification, il y a aussi l'idée de pouvoir scale à plus d'utilisateurs. Parce que du coup, maintenant, ils n'ont plus qu'à gérer qu'un seul canal par utilisateur et ça simplifie quand même bien leurs histoires, je pense, en termes de load, en termes de charge sur le serveur, sur le nœud. Mais Donc ça doit carrément, bien là, aider ça aussi, hein. ils vont diviser au moins par 10 le nombre de canaux qu'ils ont, quoi. Et ça, ouais, pour scale, ça va être vraiment, vraiment très bien pour eux. Franchement, avec cette mise à jour-là, ils sont gagnants sur tous les points. Ils peuvent Ouais, mieux c'est scale vraiment un parce qu'ils gros, ont, gros ils ont progrès moins pour eux. de, ils ont moins de canaux à gérer. En plus, ils prennent des frais et un 0,4% du volume fixe. Je pense que pour les investisseurs, s'ils veulent lever, ben, c'est un bon argument de revenu, tu vois. Et puis voilà, ils prennent plus de frais, ils peuvent plus attirer les investisseurs, et puis en plus de ça, ils peuvent plus facilement scale. Franchement, beau move. Ah bah, ils ont bien joué, moi. Puis après, bah, techniquement, voilà, c'est aussi parce qu'ils ont un capital technique qui est énorme, quoi, qui est super Piou. bon. Piou. Voilà. Non, bah, c'est cool, c'est une bonne nouvelle cette mise à jour hein, de Phoenix. Ça va être plus facile de faire tester à des gens, quoi. Et je l'ai pas dit, mais ils en ont profité pour retravailler l'interface utilisateur. J'ai pas encore trop vu, mais l'interface va changer. C'est un peu plus anecdotique, mais fallait le souligner. C'est français. Pas mal, non? Voilà, voilà. Vous avez quelque chose à rajouter sur Phoenix ou une question, un truc comme ça? Pour l'audience. Enfin, j'espère qu'ils vont réussir leur levée de fonds, s'ils en font une. C'est même pas sûr qu'ils en fassent une, hein. Si ça se trouve, leur business model marche bien et c'est tout à fait rentable dès maintenant. On peut que leur souhaiter, hein, Carrément, vraiment. franchement, Ouais, les MVP, parce que les la preuve. MVP. Mhm, mhm. Ça. Et du coup, pour le futur de Phoenix, il y a cette mise à jour-là qui est déjà en bêta sur Android et qui arrive en bêta sur iOS dans les prochaines semaines. Mais les prochains objectifs, ça va être notamment d'implémenter Bolt 12 pour pouvoir faire Bolt 12. En fait, ça permet de, en gros, faire un peu comme LNURL Pay et Withdraw, mais en natif à Lightning. Donc, en gros, vous allez faire des offres ou des invoice requests sous forme de QR code, hein, enfin, ou de chaîne de caractères comme des invoices. Et en fait, vous allez passer des messages directement dans Lightning pour aller demander ou envoyer des invoices à quelqu'un. Donc, par exemple, avec un Bolt 12 invoice request, qui est l'équivalent d'un LNURL Pay, et ben, vous allez envoyer un message via le réseau Lightning vers le nœud destinataire en scannant ce QR code. Et vous allez demander au nœud une invoice pour tel montant, et le nœud va vous renvoyer l'invoice qu'il aura générée, et vous allez pouvoir la payer. Et pareil, à peu près équivalent pour le withdraw.
Et donc, du coup, ça va permettre de se passer de LNURL et donc se passer d'un serveur, souvent tiers, parce que les gens qui utilisent LNURL aujourd'hui, soit c'est les services qui hébergent le serveur, genre par exemple chez LN Market, pour les LNURL Pay, Withdraw, qui est sur notre site, et ben, on héberge le serveur, soit pour entre pleb, généralement, toutes vos Lightning adresses, tout ça c'est du LNURL le plus souvent custodial sur un serveur tiers. Du coup, Bolt12, ça apporte pas grand-chose pour les services, parce que les services, ils peuvent héberger leur route LNURL sans problème, et sans passer en custodie ou en faisant confiance à quelqu'un. Mais par contre, pour tous les échanges entre plebs, eh ben, ça va être bien utile. Et, euh, et du coup, voilà, Bolt12, ça permet de faire des invoices statiques, en fait. Des invoices réutilisables, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal en termes du X, que ce soit enfin, pour tout le monde, quoi. Donc du coup, ça va être leur prochaine target après, si j'en crois, si j'en crois ce que j'ai lu. Et ça va être bien sympathique. Et par contre, désolé, enfin, Mais- je le dis tout de suite, mais on n'aura pas de Lightning, on n'aura jamais de Lightning adresse non, enfin trustless, parce que ça passe par un DNS, forcément. Hmm. Mais ouais, ça fait je pense aussi qu'ils veulent combiner ça au route blinding, sur lequel ils bossent pas mal aussi. Mais Bolt Pour, 12, ça utilise carrément le route blinding, je crois, hein. bah, pour l'instant, ah oui, ça a été merge, donc maintenant ils peuvent le spécifier avec, effectivement. J'avais pas pensé. Mais oui, du coup, c'est très pratique pour du route blinding parce que comme ça permet de créer des routes à la demande, de retester une nouvelle route si jamais le paiement passe pas dans la partie cachée de la route. On peut refaire, je pense qu'il y a moyen de changer cette partie-là pour pas que le gars qui cherche à payer, il se mette à réessayer une route qui échoue à chaque fois parce que c'est pas lui qui l'a choisi. Donc c'est intéressant aussi combiné à tout ça, je pense. Ça ressemble vraiment, ça fait vraiment Onion Address en fait. Le Bolt 12, ça va être le futur Onion Address pour se faire payer en LN, quoi. Et à terme, je pense qu'ils aimeraient bien, enfin là, je me projette un peu plus, mais je pense qu'ils aimeraient bien réussir à, enfin pas à démocratiser, mais à rendre plus, enfin à pousser à l'installation de nos trampolines, parce qu'actuellement il y a que le leur qui existe, et donc du coup ils pourraient pousser à l'utilisation d'éclairs pour faire tourner des nœuds trampolines, et donc du coup que A5 ne connaissent pas tous les destinataires de tous leurs clients. Du coup, quand tu fais un paiement, tu ferais passer par plusieurs trampolines pour masquer ça. Et Il me semble que Electrum aussi le ouais, fait, mais je sais pas mais si non, mais faut il arrêter de parler l'utilise dans le nœud, d'Electrum quand on quoi. parle de Lightning. Personne n'utilise Lightning sur Electrum. Je connais pas Oui, un oui, non, seul c'est pélo vrai, je suis qui totalement d'accord. utilise Lightning sur Electrum. Alors déjà, utiliser Electrum, il y en a de moins en moins. C'est devenu de plus en plus marginal, Mais là, Non, non, déjà. non. utiliser Lightning sur On-chain, il y en a Electrum encore qui l'utilisent. avec leur implémentation custom qui respecte rien, franchement. Je vous emmerde, j'utilise toujours Electron, moi. Bah, Mais bien sûr. non, Pour du on-chain, ah c'est trop oui, bien. Oui, Pour les, pas pour les pour paiements en Lightning. c'est Bitcoin. Pas bien, pour mais Lightning. il y en a de moins en moins qui l'utilisent, quoi. Ah Ouais, ouais, je je suis pas Ça sais. sûr, tourne hein. vers Ouais, moi, je pense Sparrow. Tu sais, quand aussi. tu regardes, des fois, il y a des mecs qui disent qu'est-ce que vous utilisez comme wallet on-chain là, sur Twitter. Il y a souvent des mecs qui disent Electron plus Paro, Bah, des trucs comme en ça. tout cas, en Je tout suis cas, sûr qu'il y en a encore pas mal qui je pense l'utilisent. que ceux qui utilisent Electrum, c'est ceux qui connaissent Electrum. Et je pense pas que Electrum ramène des nouveaux utilisateurs tous les mois. Ah, ouais, c'est mieux de le connaître si tu l'utilises. Ouais. Enfin, qui le connaissaient déjà avant, je veux dire. Non, mais voilà, ça. C'est c'est que maintenant, les gens, s'ils ont installé un Electrum serveur et tout, tu les rediriges plutôt vers Sparrow, quoi. Mais je crache pas sur Electrum, c'est juste que leur implémentation Lightning, franchement, je sais pas pourquoi ils se sont lancés là-dedans, quoi. Ils auraient pu rester dans dans le business du on-chain et ça aurait très bien marché, hein. Et enfin, Ouais, je Ouais, pense que c'était c'est une la erreur. bonne. j'ai l'impression que leur truc Lightning, c'est tellement de ressources dépensées pour rien que je comprends pas, quoi. Vraiment, je connais personne qui utilise Lightning sur Electrum. Enfin, je sais pas vous, mais
J'ai jamais vu ça, hein, même sur Twitter, j'ai jamais Ouais, moi personne non plus. Hein. j'ai jamais vu personne me parler de Lightning Electron. Ouais. Tu me donnes envie, en fait, tu me donnes envie d'essayer juste pour voir. Parce que c'est vrai que j'ai jamais, ne serait-ce que regarder Bah, en fait comment ça marche. Je connais j'ai personne qui regardé les l'utilise. views et c'est très sommaire, quoi. Ouais. Mais j'utilise du trampoline, il me semble. Il me semble que le node Electrum du réseau Lightning, c'est bien un nœud trampoline pour ceux qui utilisent Electrum pour Lightning. Le peu qui l'utilisent, parce que oui, effectivement, il route pas grand-chose pour m'y être connecté pendant une bonne période. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que ça serait bien d'avoir plus de nœuds trampoline et qu'on puisse passer par plus de nœuds trampoline en utilisant A5. Et peut-être qu'un jour, on pourra choisir notre nœud trampoline primaire et ne pas utiliser celui d'A5. Évidemment, celui d'A5, bah, ils seront déjà bien dans la place, ils auront tous leurs canaux, etc. Mais on pourra peut-être changer de nœud principal pour bénéficier d'autres frais au détriment, je sais pas, de connectivité ou de ce qu'on veut. Du coup, voilà. Et on a perdu Loïc, mais il est 23h, c'est peut-être que... Ah oui, ok. Il revient dans un quart d'heure. Bon, voilà. Bon, après, sinon, nous, on avait comme autre sujet d'actualité ce qu'on fait sur les silent payments en ce moment. Et il restait pas des questions à Kibévox, parce que je crois on avait Si, réglé. si, il en restait, on peut les regarder si tu veux. Il y en avait sur Arc et après il y en avait sur BIP 118. Ah oui, il y avait cette discussion de BIP 118 qui pouvait faire CTV là. Ah ouais, Je il est pense, 23h04, hein. bah ouais, je pense que ça va être un peu long, donc on peut réserver ça pour une Bah, prochaine fois. Mais effectivement, c'est Ouais, un sujet d'actualité. je on peut suis skip d'accord. la Bib 118 parce qu'on va faire un épisode spécial Covenant. Et Ouais, mais on le fera pas cet été, quoi. C'est oui, tout, c'est pour ça. à la rentrée, on va faire un bel épisode spécial Covenant. Surtout qu'il y a des nouveaux trucs. J'ai vu des nouveaux trucs qui ont l'air bien sympas dont on pourrait discuter. Ouais, Des ça bouge émulations, vite là. tout ça, et des nouvelles proposals. Du coup, ça, je pense que ça pourrait être notre beau space de rentrée. Et il reste quoi? T'as dit Arc et... Il y avait Arc et je regarde ce qu'il y a autre chose là. J'ai regardé. Ah, j'avais pas vu Marius il y a un quart d'heure qui a demandé quand est-ce que le date de Phoenix sera effective. Et je crois que j'ai répondu entre-temps. J'ai dit que la bêta était sur Android actuellement. Il faut leur envoyer un mail et bientôt sur iOS. Mais ça arrivera sous peu, quoi. Et alors, petite question de Kibévox. Alors, chat, c'est répondu. Arc RGB. Il y a une question sur est-ce que RGB est compatible avec Arc? Eh ben, Euh, alors je sais, ça c'est une bonne question en vrai, c'est pas attends, facile, je sais pas mais on peut pas le dire, il encore. n'y a même pas de spec pour Arc. Donc déjà, ouais, déjà c'est compliqué de dire un peu sur Arc ce qui va se passer parce On n'a même pas de qu'effectivement, spec, on va alors dire que les qu'est-ce qu'il faut specs c'est qu'on pas dise? trop ça. Euh, Bah peut-être, hein, je pense que c'est pas si Arc possible. active enfin, permet certaines choses sur Lightning, c'est probable, enfin c'est peut-être possible, vu que RGB utilise directement Lightning. Après, Ouais, mais je pense. ça va sûrement foutre la merde au niveau des commitments, tout ça, mais disons que Bah, Ouais, c'est beaucoup alors trop en tôt fait, pour le dire, quoi. j'ai une question assez basique là-dessus. C'est en fait, qu'est-ce qu'on entend par compatible? Parce que pour moi, ça peut vouloir dire, est-ce que par exemple, je peux avoir une transaction qui contient un commitment à un état de contrat RGB et aussi un commitment, je sais même pas le vocabulaire si on peut parler de commitment à un état dans Arc, là comme ça je vois pas, mais en tout cas, est-ce que je peux avoir une transaction dans laquelle les deux vont cohabiter ou est-ce que les deux peuvent interagir? Pour moi, c'est pas du tout la même Je question en pense fait. que c'est utiliser les bénéfices de Arc avec RGB de la même manière que Lightning pour en bénéficier, non? Et moi je pense que c'est pas possible parce que tout simplement quand dans le cas où il n'y a pas de force close entre guillemets de comment on appellerait ça dans les banques quand tout le monde fuit une banque. Un bailout? Euh, Non? non, justement le contraire, Ah oui, quand oui. tout le monde se casse de la Un banque, Un bail-in. Branson,
Un bank run, voilà. S'il y a un arc run sur un ASP, sur un service provider, là, il y a plein de transactions qui arrivent on-chain et il y a bien des transactions pour chaque personne. Mais théoriquement, quand il n'y a pas de tel événement, les transactions coopératives, ce qui se passe, c'est que les UTXO qui ont été qui committent au montant des différentes personnes dans le service provider, elles vont revenir au service provider on-chain. Donc en fait, on verra aucune des transactions intermédiaires dans le cas coopératif de Arc. Et donc du coup, comment tu veux mettre un commitment là-dedans? C'est pas possible en fait. Donc je pense que ça ne sera pas possible de faire du. En fait, ce qui sera possible, c'est si le service provider a des tokens en réserve et peut proposer aux gens de faire du ARC pour Bitcoin, mais aussi pour des tokens, là, ok. Mais par contre, un pleb, il peut pas se ramener avec ses tokens sur une UTXO, ses tokens RGB, et il peut pas s'amuser à les mettre dans une virtual UTXO de ARC. Il lui faut des vrais UTXO. Et le problème, c'est le problème, mais c'est en même temps l'idée de Arc, c'est que les gens n'ont pas d'UTXO. Les gens, ils ont une potentielle UTXO, mais ils n'ont pas d'UTXO. Et donc, je ne pense pas que Arc sera compatible avec RGB au sens où un mec peut pas se ramener avec ses jetons et déposer des jetons dans le Arc Service Provider et l'utiliser comme si c'était trustless. C'est pas possible. Il faut que le Arc Service Provider lui-même sache gérer ses jetons pour pouvoir lui permettre de les claim et de les transférer via Lightning potentiellement derrière. Mais à mon avis, en gros, il faut que le Arc Service Provider il gère ça aussi. Donc ça dépendra du service provider, peut-être. Je pense que c'est au minimum ça qu'il faut. Il faut au moins une coopération du service provider. Voilà. Mais on donnera plus de détails peut-être là-dessus. C'est un truc à garder dans le coin de la tête lorsqu'on fera l'explication des covenants, puis de Arc, de comment on explique Arc derrière. On garde cette question dans un coin de la tête pour se dire voilà pourquoi ce sera difficile d'utiliser RGB, pas aussi simple que ce qu'on imagine, quoi. Voilà. Quand on aura des specs et du code pour Arc, quoi. Exactement. Quand on aura déjà même si c'était possible, effectivement, il faudrait des specs et du code. Et pour l'instant, on n'a pas le code, clairement pas. Et les specs, pour l'instant, c'est tellement rudimentaire qu'on dira que on n'en a pas non plus. On a un beau site qui s'appelle arcpills.me. Voilà, c'est beau. Sinon, c'est tout. Voilà. Ouais, ça sent le vaporware, ça encore. Hein. Ça sent du Nukem, ça. Ouais, c'est surtout qu'en plus, bon, là récemment, comme on parlait d'APO vite fait, c'est parce que récemment, le créateur de Arc, il a découvert qu'en fait, il disait que on pouvait le faire avec AnyPrevout, mais en fait, c'est pas possible. Il se rend compte que c'est pas possible. Donc tu vois où on en est, quoi. Le mec est pas complètement sûr des soft forks dont il a besoin pour faire Arc. Maintenant, ça veut pas dire que l'idée est inintéressante, mais il faut clairement pas se dire que c'est que c'est viable pour l'instant, quoi. Ça demande, c'est pas mûr, quoi. Ça demande de la réflexion, c'est normal, hein. C'est tant mieux, ça va prendre son temps, ça va suivre son chemin. On regarde RGB. Franchement, RGB, on est en 2023, je vois où ça en est. Je repense à, je sais pas, 2020. Je savais que ça prendrait un peu de temps, mais je pensais que ça prendrait un peu moins de temps quand même. Ouais, après, bon, il y a eu des événements entre deux, quoi. Il a changé de design 2 ou 3 fois depuis, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais bon, je pense que le Covid, la période Covid, ça a pas aidé non Et plus, puis, tu vois. Mais bon, dernièrement, bref, la guerre en c'est vrai. Ukraine non plus, quoi. Voilà, c'est ça, tout ça, ça rend les choses compliquées, quoi. Rappelons quand même que c'est 2 Ukrainiens qui codent. Ouais. Un Ukrainien. Un Ukrainien, pardon. My mistake. Et bien, je peux vous proposer d'arrêter là, parce que c'est un summer cake, alors c'est destiné à être quand même plus Ouais, court et qu'on se garde un peu des sujets pour les Je, autres je le semaines. savais. Je le savais, je vous avais dit, on fait un summer cake, ouais, ça va être plus léger, plus court, voilà. Je le savais. On avait plein de choses à dire, écoutez. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. on en a encore pour les prochains, C'est donc ça ça, mais va, faut on quand est même en garder tranquille. un peu sous le coude, quoi. Voilà. Ouais, on n'a même pas épuisé les sujets, là. On n'a même pas répondu à À toutes les peine, Pas ouais. du questions tout, même. Tipeee.
Non, on n'a pas répondu à toutes les questions de Kiwibox. Bah, il pourrait pas être intervenant. Ah, il est monté une Ouais, fois, mais mais des fois, je crois que c'était un problème d'asynchrone. Enfin, ouais, de Ouais. synchronicité, de time zone, ou je sais pas quoi. Mais il est jamais là. Il pose toujours plein de questions. Il écoute les replays. Mais il est assez rarement là, je pense que. Bah là, je l'ai vu monter de temps en temps et repartir. C'est que peut-être qu'il y a autre chose qui fait qu'il peut pas suivre, Ouais, tu vois. sûrement. Bah, Genre, sinon, il sera là, hein, parce que vu toutes les questions qu'il pose, il est clairement intéressé. Ok. Après, t'as vu la dernière fois, il avait enregistré en live sur YouTube le Ah truc. oui, c'est stylé ça. Il a fait enfin ce qu'on aimerait bien faire. Mm, Faudrait qu'on essaie de se caler ouais, avec lui pour faire un truc. ouais. En fait, Et histoire ouais, d'avoir des trucs à montrer, ouais. pour dire un peu, il essayait de broadcaster en même temps sur Twitch ou en live YouTube plutôt, je crois. Du coup, son écran de lui qui écoute le space et comme ça, il peut afficher en même temps les supports qu'on utilise, les images, les textes, ce genre de choses. Bah, OBS, quoi. Ouais, oui, non, c'est ça qu'il fait, mais du coup, il se proposait pour partager son écran et afficher les différents trucs. Et voilà. C'est pour l'enregistrement derrière, quoi. Après, pour que les gens qui écoutent après coup, ils aient les images aussi qu'on montre quand on monte des images ou des choses de ce type-là, quoi. Ouais, ça pose le reel sur YouTube ou sur Twitch, et puis après, c'est dispo. Ouais, voilà. Ouais, Ah, bah, voilà. c'est nice, ça. Moi, j'attends toujours le tableau noir de Pontanis. On avait dit blanc, mais noir, c'est pas mal aussi, hein, c'est même mieux. Blanc. Bah, c'est un petit blanc, c'est Le petit noir ou le petit blanc, du coup. Voilà. Euh, on va leur faire peur qu'ils sont pas tous dans nos conversations privées. Oui, ouais, c'est le club des beaufs, hein, ça, ouais. Ok. Les plebs. Mais non, on parle de chocolat. C'est au départ, on voulait l'appeler Choco and Cakes, le Summer Cake. Voilà. Et du coup, chocolat noir, chocolat blanc, c'est tout. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Ouais. Choco Jacques Cake, Chirac. c'était très bon, hein. Un Milka à Prague, franchement, si vous passez à Prague, allez acheter du Ouais. Choco Cakes. Ouais. Et moi, au début, j'étais en mode le petit cake, c'était bien aussi. Et Ouais, voilà mais ce que c'est non, devenu. mais moi j'ai dit le petit cake, ça fait trop penser à la petite bite. Du coup, Oui, oui, j'ai voilà, dit c'est ça. bof. Merci pour Bah, cette réflexion. on a parlé de rembourrage de bits. En plus, ouais, Voilà, c'est ça ça. dérive très vite. Voilà, mon Dieu, ça dérape, comme disait Loïc, ça dérape. Je l'ai glissé, chef. Ouais, on dérape, les gars, on dérape. Je crois qu'il est l'heure d'arrêter là. J'ai glissé, chef, j'ai glissé. Ok, bah écoutez, sur ce, je vous la souhaite Eh bien bien, bonne. Et, bonne soirée et à Julia. la Merci prochaine. d'être venu présenter Playboilette. Et puis Bleboilette. On va suivre ça un petit peu. Merci Sosten et Théo, comme d'habitude. Merci Loïc qui n'est pas encore revenu. Du coup, il va revenir, il n'y aura plus rien. Mais merci quand même Loïc. Et puis merci à vous tous. Merci Marius pour tes questions. C'était très sympa. N'hésite pas à remonter les prochaines fois. Et puis bonne soirée à tous, hein. La semaine prochaine pour un nouveau Summer Cake. Sauf si on le bouge entre-temps parce que enfin le nous est pas dispo. C'est le principe des Summer Cake, tout est incertain. Allez, bonne soirée à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Ciao! Salut tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À plus. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!